Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: quelle décision faut-il prendre quand on a une mère borderline? Est-ce que c'est la même chose qu'avec une mère perverse narcissique? Quelles sont les conséquences sur le ou les enfants? C'est peut-être une question que vous vous posez. Il y a peu de renseignements effectivement là-dessus. Effectivement, les personnes qui vivent ça sont un peu délaissées par rapport à une situation qui est extrêmement compliquée. Je rappelle que le trouble de personnalité borderline est un trouble qui est conséquent, qui est grave. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va impacter relationnellement, justement. Donc, autrement dit, la personne qui est borderline ne créera généralement pas des relations saines. Évidemment, c'est une généralité. La personne qui ne se soigne pas, qui reste dans le déni, qui ne veut pas accepter justement qu'il y a un problème chez elle, eh bien, va avoir cette tendance à tout le temps tout reporter sur les autres et à attribuer les problèmes aux autres, à se méfier même des autres, à être possiblement très paranoïaque et à couper les liens dès que, justement, il y a une distanciation de la personne. Donc, je vais expliquer, bien entendu, quelles sont les conséquences par rapport à un enfant, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un enfant qui grandit avec un parent borderline, généralement, donc ça aussi c'est une généralité, ça veut dire que c'est pas forcément comme ça dans tous les cas, ça veut dire que généralement la personne qui grandit avec un parent borderline n'aura pas son autre parent présent. Pourquoi ça? Comme je l'ai dit, parce qu'une personne qui est borderline a du mal à conserver une situation de couple, une relation de couple. C'est la plupart du temps une personne qui ne restera pas en couple parce que le conjoint va partir, ou la conjointe, puisqu'il y a des hommes borderline aussi. On parle beaucoup plus des femmes, mais il y a aussi des hommes borderline, c'est important de le rappeler. Et donc en fait, la personne qui est borderline va être quittée ou va quitter la relation. Pourquoi ça? Parce que la situation elle est très compliquée. Maintenir un lien pour une personne borderline est extrêmement angoissant. Donc la personne aura tendance à rompre le lien dès qu'il y a des angoisses, dès qu'il y a des peurs et que ces peurs prennent le dessus. Donc c'est très courant qu'une personne borderline quitte son conjoint, son partenaire ou ait des comportements, des attitudes qui sont extrêmement dévalorisants pour l'autre. Donc ça veut dire qu'une personne saine, la plupart du temps, va se dire c'est pas de ce couple-là dont je veux. Donc ça n'enlève rien à l'amour, ça n'enlève rien à ce qu'on peut ressentir pour la personne. Ça veut simplement dire que la personne qui est en couple avec une personne borderline peut se dire bon, maintenant ça suffit, c'est irrespectueux pour moi, c'est toxique possiblement pour moi, et donc c'est pas de ça que je veux, donc je m'en vais. Donc il y a beaucoup plus de ruptures, statistiquement parlant, quand une personne borderline est en couple. Donc vraiment, on va parler de faits sans jugement aucun. C'est qu'une personne donc qui est borderline va souvent être un parent célibataire quand il est parent, pas toujours parent. Donc l'enfant va se retrouver seul face à cet adulte qui dysfonctionne, qui a un trouble de personnalité, rappelons-le. Donc effectivement, cet enfant peut avoir des frères et sœurs, mais ne sera pas toujours dans cette situation. Ça peut être aussi un enfant qui sera seul et qui aura donc à affronter ce problème-là seul. C'est extrêmement compliqué de se retrouver dans une situation où notre seul contact, c'est le parent et le parent qui a ce trouble de personnalité. Donc un parent borderline, un parent avec le trouble de personnalité limite, autrement dit. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ce parent-là a aussi du mal à créer des liens avec des amis, avec la famille. Donc c'est aussi quelqu'un qui peut avoir très peu de liens à l'extérieur. Donc on le sait, l'enfant va fréquenter les amis du parent, les fréquentations du parent. Or, justement, si ce parent-là a peu de liens, ça veut dire que l'enfant va être particulièrement isolé.
isolé socialement. Ça veut dire que c'est un enfant qui va avoir des déficits parce qu'il ne saura pas comment se comporter en société. Il aura moins d'expérience de liens et moins d'expérience de bons liens. Parce que peut-être, ça peut être aussi un parent qui va changer beaucoup de partenaires. Et donc, autrement dit, il va y avoir beaucoup de passages à la maison, tant dans les amitiés que dans les amours. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui n'a pas l'image d'un couple stable, qui ne saura peut-être pas ce que c'est qu'une relation stable et surtout saine. C'est un parent qui peut faire beaucoup de crises, parce que c'est un parent qui ne sait pas gérer ses émotions. Pour la plupart des personnes qui vont se trouver de personnalité, ils vont avoir un vrai problème de gestion de leurs émotions et ils vont aussi avoir un problème par rapport au lien avec l'enfant. C'est là que ça devient très compliqué. L'enfant va donc grandir avec un parent qui parfois sera possiblement très présent et à d'autres moments extrêmement absent. Mais le côté très présent peut être extrêmement envahissant, ne laissant pas la place à l'enfant d'être lui-même, de choisir. Et en même temps, il va être très distant, donc à ce moment-là, le parent est particulièrement absent ou particulièrement immature. Donc ça peut être un parent qui va rendre responsable son enfant, donc un enfant qui va très vite prendre le rôle du parent, alors que c'est pas son rôle. Donc c'est un enfant qui va s'occuper de son parent comme si c'était son enfant, en le rassurant, en le consolant quand il a des angoisses. Donc on le voit très bien, c'est un enfant qui a un parcours assez compliqué parce que c'est un enfant qui peut être devenu très vite adulte et quelque part on lui vole son enfance. On lui vole ce côté insouciance et on ne le protège pas et surtout il est dans une situation face à une personne qui est incohérente. C'est ça qui est très complexe. Parce que comment se construire en tant que personne quand on a en face de soi un référent qui devrait être son référent principal et son protecteur principal, qui justement n'est pas protégeant à un certain moment, voire tout le temps, et n'est pas non plus quelqu'un de fiable, n'est pas quelqu'un de mature, n'est pas quelqu'un qui vraiment va donner des règles qu'il va respecter lui-même. C'est ça la cohérence, c'est que cette personne peut imposer beaucoup de règles, parfois justement juger et critiquer très fort. Un enfant qui, par définition, est inadéquat, puisqu'il n'a pas encore appris, il ne peut être qu'inadéquat dans plein de situations. Et donc c'est un parent qui peut être extrêmement dur, extrêmement jugeant. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants qui ont des parents de cet ordre peuvent développer eux-mêmes des traumatismes, des chocs et justement possiblement aussi des affections psychiatriques. Et c'est pour ça aussi qu'on va retrouver parfois des borderline parmi les enfants de borderline. Alors attention d'en conclure que c'est forcément héréditaire, en réalité on ne sait pas. Il y a des études qui montreraient que possiblement au niveau neurologique il y a un dérèglement. Mais le dérèglement, il peut être là du fait des traumatismes, chez n'importe quel enfant. Donc le cerveau n'est pas mature tout de suite, et forcément, quand on vit dans une ambiance où on ne sait pas quelles sont les règles, où on se sent être en danger constamment, eh bien, effectivement, on n'a pas accès à la réflexion, au lobe préfrontal qui, lui, va justement étudier la situation et ne va pas être que dans la réaction à l'environnement ou la surréaction. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui peut prendre peur pour pas grand-chose parce que cet enfant a l'habitude d'être déclenché. Et donc on va dire qu'il fonctionne avec les amygdales du cerveau. C'est-à-dire avec tout ce qui est réflexe, avec protection pour sa survie. Donc autrement dit, effectivement, il peut y avoir un dérèglement neurologique du fait de la situation sans nécessairement que ça soit génétique. Donc rien n'est prouvé à ce niveau-là. Donc ça veut dire que si vous avez un enfant avec une personne qui est borderline, vous ne savez pas si votre enfant va être borderline ou non. C'est possible, mais c'est aussi possible que cet enfant soit tout à fait normal, on va dire ça, parce que il ne faut pas nier le fait que cet enfant aura un parent particulier. Et donc effectivement une vie particulière, avec des choses à affronter qui sont particulières. Donc cet enfant peut avoir des soucis psychologiques
du fait de la situation. C'est ça que je veux dire. Mais ça n'en fait pas forcément un enfant qui ne va pas s'en sortir dans la vie. Ça aussi, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'un enfant peut tout à fait trouver un moyen de se construire malgré le fait d'avoir un parent qui dysfonctionne et qui possiblement peut être très très toxique. Parce qu'effectivement, ne pas avoir de règles chez soi, être dans une ambiance d'insécurité, où on ne sait pas si l'autre va être là ou pas, nous faire à manger ou pas, prendre soin de nous ou pas, quand on est un enfant, c'est assez compliqué. Parce que l'enfant, il ne sait pas se gérer lui-même, parce qu'un enfant, généralement, il apprend par mimétisme, donc il reproduit ce qu'il voit. Et quand on a un parent déstructuré à ce point-là, c'est compliqué. Évidemment qu'un enfant peut se construire, surtout s'il a autour de lui d'autres personnes de référence, d'autres personnes sur qui il pourra s'appuyer momentanément. Donc ça peut être par exemple un éducateur, un enseignant, un cousin, une cousine, quelqu'un dans l'entourage, un voisin qui va aider cet enfant et lui donner des points de repère. Quand je dis aider, c'est aider à sa construction intérieure. Et effectivement que cet enfant, il va vouloir à un moment donné construire sa vie, devenir plus autonome, faire ses propres choix. Et avec un parent qui est borderline, le risque, c'est que ce parent veuille rester collé à son enfant. Quand un parent borderline est là, il est très fortement là, ça veut dire qu'il demande tout à l'autre. Quand je dis tout, il demande une présence extrême, ça veut dire que l'enfant ne pourra pas détourner son attention de ce parent-là. Et généralement, quand l'enfant grandit, il aura envie d'avoir des amis, de s'intéresser à d'autres personnes, ce qui est tout à fait normal, et à terme, d'avoir une relation de couple avec quelqu'un. Et le parent borderline pourrait considérer que c'est atroce de vouloir avoir une relation avec une autre personne et se croire être délaissé. Et ne pas supporter ça, parce que ça crée des angoisses. Donc tout ce qui est de l'ordre de la rupture, de la séparation, est compliqué à gérer pour un borderline. Et donc ça veut dire qu'on a déjà vu des parents borderline mettre leur enfant dehors, donc en dehors de chez eux, les rejeter, autrement dit, parce que derrière, il y a la peur que l'enfant se sépare et qu'on ne compte plus autant pour cet enfant. Donc c'est un parent qui est extrêmement compliqué à gérer. Parce que si on veut vivre sa vie, donc l'enfant il veut vivre sa vie par définition, et c'est tout à fait ça, rappelons-le, il veut créer des relations avec d'autres personnes, il veut s'ouvrir au monde, il ne veut pas rester enfermé que justement dans la relation parent-enfant. L'adolescence, c'est justement ça, c'est on prend son autonomie, on va chercher à l'extérieur, on expérimente d'autres choses. Et ça, pour un parent borderline, ça pourrait être vu comme une extrême trahison, un extrême danger. Donc généralement à l'adolescence, il se passe des choses dans la vie de cet enfant, donc son parent peut l'exclure du domicile en lui disant maintenant tu t'en vas parce que tu as montré des signes que tu voulais t'en aller, donc je te rejette. Ça c'est un mécanisme très très courant aussi au niveau amoureux chez le borderline, où il va rejeter l'autre avant d'être rejeté, par peur de souffrir en fait. Et ensuite, l'enfant va se retrouver très souvent aussi livré à lui-même. Parce que ce parent borderline est inconstant, donc peut consommer beaucoup, ne pas être là certains soirs. Quand l'enfant rentre, ça peut être aussi des crises d'angoisse. Donc l'enfant se retrouve face à un parent qui est recroquevillé dans un coin de la maison, qui ne gère plus rien du tout, qui est en état de dépression à ce moment-là, ou en état maniaque. Ça peut être aussi dans un état paranoïaque avec beaucoup d'insultes, d'agressions sur l'enfant, parce qu'à ce moment-là, il y a un délire, il y a une perte de contact avec la réalité, et ce parent devient, on va le dire clairement, quelqu'un d'autre. Donc l'enfant se retrouve comme ça face à une situation qui est toujours incertaine. Généralement, ce type d'enfants, ils vont expliquer qu'ils ne savent pas quand ils rentrent de l'école ce qu'ils vont retrouver à la maison. Donc il y a une angoisse de je ne sais pas à quoi m'attendre. Tout est toujours incertain. Et soit ce parent est hyper là, présent, aimant, câlinant, etc., réconfortant, et l'instant d'après, ça peut être tout l'inverse. Donc c'est un enfant qui va être très stressé, généralement sur ses gardes, et qui a à gérer quelque chose qui n'est pas du tout de son âge, qui n'est pas du tout normal non plus, qui est déjà ingérable pour un adulte, on va le dire clairement.
Donc effectivement, ces enfants-là vont devoir apprendre à se détacher de ce parent-là. Inévitablement, si l'enfant veut devenir lui-même, il ne peut faire que se détacher de son parent et que décevoir ce parent, créer de l'angoisse chez ce parent parce qu'il veut vivre sa vie. Ce qui est sain, je le rappelle. C'est le mécanisme même de l'adolescence. Je me différencie de mes parents. Je veux créer ma vie. Je veux expérimenter et faire mes propres expériences sans tenir compte de la vie des autres. Parce que je veux savoir ce que moi j'en pense. Et donc cet enfant va avoir une difficulté supplémentaire pour se détacher de ce parent-là, parce qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité. De la culpabilité parce qu'ils ont l'impression de faire souffrir leurs parents, l'impression qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font, c'est-à-dire prendre de la distance, l'impression que l'autre sera complètement perdu si je le délaisse, que l'autre pourrait tout à fait faire une crise, et ça peut être une crise des tentatives de suicide. Donc l'enfant, quand même, il a une charge mentale qui est énorme. Et donc, il n'aura pas une vie classique. Cet enfant pourrait tout à fait se renforcer beaucoup psychologiquement parce que s'il traverse ça, évidemment qu'il est déjà paré pour la vie. Donc, c'est déjà une épreuve très très compliquée qu'il a à traverser. Alors, on pourrait se dire, c'est atroce, vraiment, quel courage pour cet enfant. Et c'est vrai, c'est vraiment du courage que de traverser cette période. Et effectivement, cet enfant a énormément de courage et devra faire preuve de beaucoup plus de courage qu'une autre personne pour se construire et pour créer sa vie et pour prendre son indépendance et pour créer un couple sans avoir ce sentiment de trahir, sans avoir cette impression d'être un enfant qui renie sa famille, qui renie son parent. En fait, c'est un enfant qui va devoir comprendre aussi ce qu'est cette maladie, ce qu'elle implique, et qui devrait normalement être accompagné par des professionnels. C'est un enfant qui doit se reconstruire, à qui on doit donner des repères, que l'on doit rassurer, qui n'a pas eu, justement, de parents très présents. À moins que l'autre parent ait quand même rempli son rôle, mais généralement, l'autre parent peut lui aussi avoir des troubles psychiatriques ou des troubles au niveau alcoolisme, donc autrement dit, consommation, etc. Donc ne pas non plus être très présent, ne pas non plus être très mature. Donc c'est pour ça que ces enfants-là vont avoir, en tout cas, un chemin de vie au début de la vie assez particulier. Ça peut être des enfants qui vont devenir hyper responsables du coup, mais qui n'arrivent pas non plus à lâcher prise, parce que lâcher prise, ça voudrait dire faire confiance. Faire confiance aux autres peut être compliqué quand on a ce type de parents. Alors, la question que vous vous posez peut-être est qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Moi, ce que je recommande dans tous les cas, c'est que l'enfant pense à son bien-être. Généralement, l'enfant devient adulte et peut se poser cette question même très tard. Ça peut être un enfant qui n'a pas su prendre son autonomie, qui se pose encore la question à 25 ou 30 ans, qu'est-ce que je fais maintenant ? Quand est-ce que je construis ma vie ? C'est un enfant qui peut avoir reporté cette décision parce qu'elle était très compliquée, qui s'est dit c'est rien, je peux encore attendre quelques années. Ben non, c'est pas rien en fait, parce que c'est quand même un gros sacrifice que de sacrifier sa vie. Et même s'il y aura plein de personnes qui vont dire ne laisse pas tomber ce parent-là, etc., ce n'est pas le rôle de l'enfant de s'occuper de ce parent. Surtout au détriment de sa propre vie et de ses propres relations. Donc c'est un enfant à qui je recommande de se concentrer principalement sur la création de sa propre vie, même si ça pourrait sembler de l'extérieur égoïste, ça ne l'est pas. Ce qui est égoïste, c'est que ce parent empêche son enfant de vivre. Et en fait, c'est ça aussi la maladie. Donc il faut bien comprendre que même s'il y a maladie, même s'il y a trouble borderline, ça ne peut pas être une excuse qui est prise par ce parent pour empêcher cet enfant de créer sa vie, pour l'obliger à faire ce que le borderline voudrait. Rappelons que les borderline, même s'ils n'ont pas toujours conscience de l'être, sont particulièrement manipulateurs, enfermants pour leur enfant. Ça n'en reste pas moins de la manipulation. Rappelons que la définition de la manipulation, c'est influencer l'autre de façon à lui faire faire ce qu'on voudrait, soit qui est contraire à son désir. Donc quand on empêche un enfant de s'épanouir, de vivre, de se mettre en couple, de prendre son appartement, ou même de travailler ou de garder le fruit de son travail pour pouvoir construire sa vie. Donc ça va être un enfant qui pourrait avoir pris à charge son propre parent au point de tout payer.
Pourquoi ça? Eh bien parce que généralement dans le trouble borderline, c'est une personne qui va aussi avoir un problème relationnel avec l'argent. Ça peut être de deux façons très différentes. Soit c'est une personne qui conserve l'argent, qui a besoin de se rassurer avec le fait d'avoir de l'argent. Et donc c'est quelqu'un qui va être obsédé par le fait de devenir riche, de faire partie d'une population très haute à ce niveau-là, une haute société, comme si ça allait les réparer narcissiquement. C'est ce qu'ils cherchent en fait. Et du coup, ils vont essayer de devenir riches, mais généralement, en même temps, il y a des dépenses excessives, faites n'importe comment, liées aux impulsivités. Donc quand on ne gère pas ses émotions, généralement, on ne gère pas bien l'argent. Il n'y a pas de mystère. C'est aussi un parent qui pourrait avoir beaucoup de dettes et être complètement incapable du coup de gérer l'argent au point de ne pas payer le loyer, les charges, etc. Donc un parent aussi qui ne payera pas forcément la pension alimentaire, qui en fait ne fait pas tout ce qui est adulte, qui refuse quelque part de prendre les responsabilités de la vie d'adulte. Et donc, du coup, l'enfant pourrait tout à fait avoir pris ses responsabilités. C'est pour ça que c'est pas du tout rare de voir un enfant qui a un parent borderline, qui doit l'accompagner pour faire les courses parce que ce parent serait perdu en faisant ses courses parce que l'impulsivité prendrait le dessus. C'est un parent qui achèterait n'importe quoi pour manger, voire que du papier de WC, des choses comme ça, alors que ça ne se mange pas, forcément. Et du coup, eh bien, l'enfant va accompagner le parent pour faire les courses et c'est ensuite l'enfant qui a peut-être que 10 ans qui va par exemple faire le code de la carte. Pourquoi ça? Parce que c'est l'enfant qui prend les responsabilités là où l'adulte en fait n'y arrive pas. Donc l'enfant risque de compenser ce que l'adulte ne fait pas ou n'arrive pas à faire à ce moment-là. Parce qu'en fonction du trouble, ça peut être un parent qui à certains moments gère les choses et à d'autres moments ne les gère pas. Ou ça peut être aussi un parent qui ne gère rien, jamais. Qui ne sait plus gérer et ça dépend de la gravité du trouble. Et est-ce qu'il y a des soins, pas de soins? Est-ce que la personne accepte de se faire aider ou pas? Donc le parent peut être très différent en fonction de est-ce qu'il est dans le déni ou pas? Est-ce qu'il nie son trouble? Est-ce qu'il attribue fortement aux autres ou pas? Et donc effectivement, le problème de ce parent-là, c'est que ça peut être quelqu'un de très maltraitant pour l'enfant, qui pourrait dégrader, humilier très fortement l'enfant, surtout quand il est en crise. Donc le parent étant en crise borderline, donc en angoisse ou en crise paranoïaque, va agresser l'enfant. Et ça peut être des agressions physiques également. Donc effectivement, à la question, est-ce que ce parent peut être toxique? Oui, extrêmement. Est-ce que c'est extrêmement grave au niveau conséquence sur l'enfant? Je dirais oui, extrêmement. Donc, est-ce que c'est une situation normale? Non. Généralement, c'est une situation qui est toxique. Et donc, effectivement, que l'enfant, pour se construire, ne peut pas faire d'autre choix que de construire sa vie. Sinon, il est déloyal par rapport à lui-même, en fait. Sinon, il se fait du tort à lui-même. Il est toxique pour lui, s'il s'empêche de construire sa vie. Pourtant, c'est un enfant qui, couramment, va recevoir beaucoup de jugements de la part de l'extérieur. Parce que le parent, généralement borderline, essaye d'avoir une image parfaite à l'extérieur. J'ai dit essaye, ça ne veut pas dire qu'il y arrive, mais généralement aussi, il va se faire beaucoup plaindre. C'est un parent qui va se faire plaindre énormément, et se plaindre possiblement de son enfant, du coup. Donc, cet enfant peut se sentir très coupable et peut être très fortement culpabilisé par les autres à l'extérieur, qui ne voient qu'une partie de l'iceberg, qui ne voient pas, en gros, ce dans quoi l'enfant est réellement, et qui va dire « tu devrais aider ta mère, tu devrais aider ton père, reste présent pour eux ». Et le borderline lui-même va dire « ah ben si t'as compris ma maladie, tant mieux, tu pourras mieux la supporter ». Et donc, dans le sens, tu vas encore être plus présent. Je vais te demander encore plus. Et donc ça, c'est un piège. Et c'est l'un des plus gros pièges de l'enfant qui a un parent borderline. Donc, c'est évidemment le fait de ne pas pouvoir créer sa propre vie, de ne pas pouvoir avoir ses propres pensées, de ne pas considérer qu'on peut se détacher de ce parent-là et que c'est tout à fait normal,
Et surtout, le piège, le gros piège, c'est la culpabilité. Parce que le parent borderline culpabilise beaucoup son enfant généralement. S'il fait sa vie, eh bien, il l'abandonne. S'il fait sa vie, il est déloyal. Ça, c'est le discours du borderline. Ça peut être aussi, tu ne peux pas t'épanouir parce que moi, en amour, je n'y arrive pas. Donc il y a un côté extrêmement égoïste et égocentrique chez certains parents borderline. Pas tous. Donc comme je l'ai dit, ça varie très fort si la personne borderline est dans le déni ou non, se traite ou non, et à quel point cette personne veut guérir ou non. Certains borderline sont effectivement complètement résignés, se disent « c'est comme ça, je suis comme ça, donc les autres doivent supporter ». Avec toutes les conséquences dramatiques que ça a, qu'on vient d'expliquer. La violence sur l'enfant, le côté très humiliant, très dégradant, donc un enfant qui n'arrive pas à construire l'estime de lui-même, qui n'arrive pas à avoir d'autonomie, qui n'arrive pas à, en fait, travailler, qui n'arrive pas à se détacher de ce parent-là. Ça peut être un parent qui demande de l'attention tout le temps. Ne regarde pas ce film-là, parce que quand tu regardes un film, tu ne fais pas attention à moi. Donc la personne borderline a ce besoin constamment d'être rassurée sur le fait qu'il compte aux yeux de l'autre. Et comme ils n'arrivent pas à se rassurer eux-mêmes, ils vont demander ça à l'autre. C'est quelque chose d'extrêmement énergivore. Donc ça demande beaucoup d'énergie à l'autre. Et c'est souvent la raison pour laquelle, principale, la personne qui était en couple avec la personne borderline s'en va. C'est trop. Cette personne est épuisée, cette personne est éreintée, cette personne sent qu'on donne dans un sens, mais on ne reçoit pas à ce moment-là. Donc il y a vraiment une situation de relation disproportionnée, où l'un donne, et c'est abusé. Parce que le borderline ne se rend pas compte qu'il reçoit, et donc ne valide pas, en fait, l'aide reçue. Et donc, il y a cette notion de « je fais des efforts pour rien ». Et donc effectivement, c'est assez impactant pour la personne qui donne et n'est jamais validé, en fait, ou n'est jamais entendu. Donc ça peut être aussi un parent qui n'écoute pas son enfant, n'écoute pas les émotions de l'autre parce qu'il ne sait pas gérer les émotions de façon générale. Donc effectivement que c'est un enfant qui va avoir du mal avec ses propres émotions, qui peut se couper de ses propres émotions. Ça aussi, c'est un autre piège parce que plus on est coupé de soi et moins on risque d'aller bien. C'est aussi un enfant qui peut faire des dépressions, qui peut du coup aussi, du fait de ne pas être protégé par son parent, être harcelé à l'école, montrer des fragilités, être hypersensible lui-même, être déstructuré au niveau de ses émotions d'une façon ou d'une autre aussi. Donc un enfant qui manquera de repères, un enfant qui peut les trouver à l'extérieur, rappelons-le. Donc pour moi, les enfants de parents borderline ne sont pas suffisamment aidés par les professionnels. Parce que c'est une mère toxique. Et si c'est la mère qui est toxique, c'est le pire. Parce que c'est notre premier lien avec la vie. C'est aussi la personne qui nous nourrit, peut-être nous surnourrit, et puis après, eh bien, justement, elle n'est plus nourricière, elle n'est plus là pour nous nourrir. Donc le bébé, déjà, peut être en souffrance. Et il y a effectivement la difficulté d'avoir une relation saine. Ce sont généralement des enfants qui vont être très stressés en bas âge, qui peuvent aussi justement se renfermer très fort pour se protéger. Ça peut être aussi des enfants qui vont se stimuler eux-mêmes parce que le parent étant là est très stimulant, mais quand il n'est pas là, il n'est pas assez stimulé. Cet enfant se sent être dans un vide, si vous voulez. Donc cette inconstance-là n'est pas bonne pour l'enfant. Parce que l'enfant, il cherche le lien. Il cherche à être rassuré. Or, un borderline qui ne sait pas se rassurer lui-même ne saura pas rassurer non plus son enfant. Et donc du coup, cet enfant, oui, va grandir malgré tout, possiblement, mais aura des difficultés relationnelles possibles aussi. Il peut se méfier à l'extrême des autres, parce que le parent borderline, lui-même se méfiant de l'extérieur, va dire à son enfant « les autres sont dangereux, ne va pas vers les autres ». Donc il peut y avoir beaucoup de blocages chez l'enfant devenu adulte qui a un parent, une mère borderline. Et donc cet enfant devra comprendre ce dans quoi il est
Et pour moi, il devrait être aidé par des professionnels à ce niveau-là. Parce que avoir une mère toxique, que ce soit une mère perverse narcissique ou une mère borderline, a de nombreuses conséquences sur la vie de cet enfant, avec justement le même type de conséquences. Culpabilité, incapacité à se construire, manque de confiance en soi, difficulté à se dire autonome, à se connaître soi, à reconnaître ses émotions, à les verbaliser, à se donner l'autorisation d'être soi. Donc à valider soi-même ses propres émotions. Sinon, on risque de se dire « Non, je ne peux pas ressentir de la colère parce que l'autre peut se mettre en colère. Non, je ne peux pas être triste parce que l'autre est déjà triste. Non, je ne peux pas être comme ceci ou comme ça ou ressentir ce que je ressens parce que l'autre me dit que c'est pas légitime, par exemple. » Donc là, on a vraiment un travail profond à faire avec l'enfant pour qu'il devienne tout à fait sain, c'est-à-dire effectivement pour que cet enfant puisse se construire correctement et puisse retrouver quelque part le côté maternant de la relation avec un thérapeute. C'est-à-dire que le thérapeute doit prendre soin particulièrement de cet enfant-là. Sans excès non plus, bien sûr. Donc effectivement, c'est un enfant qui risque aussi d'avoir peur de l'envahissement, qui peut se tenir à distance de tous parce que justement, le parent étant très 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 présent, trop présent à certains moments, eh bien, c'est un enfant qui peut avoir du mal dans sa relation de couple, par exemple, à avoir un conjoint qui est trop présent, qui est justement quelqu'un qui serait trop en demande aussi. Donc, soit il va reproduire la même chose, il reproduit ce qu'il connaît, malheureusement, et ça veut dire aussi peut-être avoir de nouvelles relations toxiques. Exactement comme une personne qui a grandi avec une mère toxique peut avoir une relation de couple toxique. Donc à nouveau un pervers narcissique ou quelque chose d'apparenté. Le trouble borderline et le trouble narcissique sont parents, on va le dire clairement. Donc font partie de la même catégorie, donc des troubles de personnalité. Et on va le dire clairement aussi, la personne borderline a forcément une composante narcissique, en tout cas est très très égocentré, donc centré sur soi, sur ses propres besoins. Donc si le parent estime que ses besoins sont primordiaux, capitaux, eh bien ceux de l'enfant passent au second plan. Donc c'est aussi un enfant qui a appris à faire passer ses besoins de façon secondaire, comme s'ils n'étaient pas importants. Or, si on ne reconnaît pas ses propres besoins, c'est compliqué de les satisfaire soi-même quand on est adulte. Et donc ça veut dire aussi que ça peut être quelqu'un qui va demander aux autres de le porter. Donc l'enfant va réagir de façon bien différente. Généralement, il va être extrêmement adulte, trop, ne pas savoir se lâcher, ne pas savoir être impulsif, se méfier de l'impulsivité, se méfier de certaines de ses émotions, ne pas savoir reconnaître ses propres émotions. C'est ce qu'on retrouve aussi chez la personne qui a grandi avec une mère perverse narcissique. Donc c'est très similaire comme conséquence, avec des maltraitances possibles, physiques, chez l'un, chez l'autre. Et donc effectivement aussi, eh bien, un vrai travail de reconstruction à faire, ou de construction tout court à faire, parce que l'enfant n'a pas pu se créer. Donc il y a vraiment une deuxième naissance à mettre en place, qui souvent, eh bien, prend racine, si on a de la chance, dans l'adolescence. Pourquoi je dis si on a de la chance ? Si l'enfant fait vraiment sa crise d'adolescence, commence à se poser des questions de qui je suis moi réellement, qu'est-ce que je veux moi vraiment, et se construit en se travaillant à l'intérieur, au niveau psychologique, il y a un vrai travail à faire, eh bien, on va alors, effectivement, avoir une vraie naissance à l'adolescence de cet enfant, qui va comprendre qui il est, et qui va décider qui il sera, qui va comprendre qu'il peut décider, en fait. Donc, tous les possibles sont ouverts. Ça veut dire que cet enfant peut devenir un adulte sain, très épanoui, qui peut même s'épanouir davantage parce qu'il aura connu ce que c'est que des relations malsaines et il voudra particulièrement mettre en place des relations très saines. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai à dire sur les enfants qui ont un parent borderline, particulièrement une mère borderline. On en reparlera si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me poser des questions. Peut-être que vous êtes dans cette situation et que du coup, il y a des questions que vous vous posez. Est-ce que si je suis comme ça, c'est dû à ce que j'ai vécu avec ce parent ? Oui, non. Je peux répondre aussi. Je sais que beaucoup de professionnels ne vous diront pas couper le contact, mais quelque part intérieurement, au moins couper le contact avec ce parent-là. Sachez que la vie, c'est autre chose que ça, que les relations, c'est autre chose que ça. Il va falloir vous ouvrir en fait
au monde et aux autres relations pour aller chercher justement des points de repère. C'est plus compliqué parce que effectivement un enfant qui a grandi avec un parent qui est rassurant, qui est consolant, qui est présent, qui est nourricier, qui est constant, eh bien aura des atouts et partira de moins loin que vous, mais on peut arriver à quelque chose d'intéressant dans la vie, hein, bien sûr, et c'est important de se concentrer là-dessus, particulièrement quand on a souffert d'une enfance qui était anormale. On va le dire clairement, c'est une enfance anormale, avec des responsabilités qui ont été prises, qui ne correspondaient pas du tout à l'âge de l'enfant, et pas du tout non plus à ses compétences. Donc souvent c'est un enfant qui se sent incompétent parce qu'il a dû gérer des choses qui n'étaient pas gérables pour son âge, et qui souvent ne sont même pas gérables pour un adulte. Donc l'enfant aura tendance à se trouver nul, pas assez, et à en faire beaucoup dans ses relations aussi. Il y aura possiblement une dépendance affective par rapport aux autres, une tendance à donner beaucoup pour être aimé. Et effectivement qu'il va falloir aussi prendre en compte ses propres besoins et oser demander à l'autre qu'il satisfasse nos besoins. Oser demander à l'autre d'être rassuré par cet autre. Oser aussi choisir quelqu'un qui sera mature pour nous rassurer. Parce que c'est pas ce qu'on a comme habitude. Je le répète, automatiquement, on a tendance à reproduire ce qu'on a connu le plus. Parce que ça nous est familier, c'est ce qu'on considérera être le plus logique, le plus normal. Donc vous risquez de chercher une relation très intense, avec des hauts, des bas, et d'accepter justement l'humiliation, les remarques déplacées parce que vous avez cette habitude, voire vous aurez cette habitude de faire ce type de remarques sur vous-même. Il va falloir travailler ça et enlever cette petite voix qui n'est pas la vôtre, qui vous dit que vous êtes nul, que vous êtes faible, que vous n'y arrivez pas, que vous n'êtes pas assez, ou que vous n'êtes pas assez aimant, ou que vous devriez être comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout le travail à faire avec un enfant qui a grandi avec un parent borderline. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite bon courage si vous êtes dans ce cas-là. Et sachez que oui, l'horizon est devant vous et vous pouvez en faire beaucoup de choses. Ne vous désespérez pas parce qu'il y a beaucoup de possibles pour vous. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!